René Guénon, Les états multiples de l'être. Chapitre 7. Les possibilités de la conscience individuelle. Ce que nous venons de dire au sujet de l'état de rêve nous amène à parler quelque peu d'une façon générale des possibilités que comporte l'être humain dans les limites de son individualité, et plus particulièrement des possibilités de cet état individuel envisagé sous l'aspect de la conscience, qui constitue une de ses caractéristiques principales. Bien entendu, ce n'est pas au point de vue psychologique que nous entendons nous placer ici, quoique ce point de vue puisse se définir précisément par la conscience considérée comme un caractère inhérent à certaines catégories de phénomènes qui se produisent dans l'être humain, ou si l'on préfère, une façon de parler plus imagée, comme le contenant de ces mêmes phénomènes. Le psychologue d'ailleurs n'a pas à se préoccuper de rechercher ce que peut être au fond la nature de cette conscience, pas plus que le géomètre ne recherche ce qu'est la nature de l'espace, qu'il prend comme une donnée incontestable et qu'il considère simplement comme le contenant de toutes les formes qu'il étudie. En d'autres termes, la psychologie n'a à s'occuper que de ce que nous pouvons appeler la conscience phénoménique, c'est-à-dire la conscience considérée exclusivement dans ses rapports avec les phénomènes, et sans se demander si elle est ou n'est pas l'expression de quelque chose d'un autre ordre, qui, par définition même, ne relève plus du domaine psychologique. Pour nous, la conscience est tout autre chose que pour le psychologue. Elle ne constitue pas un état d'être particulier, et elle n'est d'ailleurs pas le seul caractère distinctif de l'état individuel humain. Même dans l'étude de cet état, ou plus précisément de ses modalités extracorporelles, il ne nous est donc pas possible d'admettre que tout se ramène à un point de vue plus ou moins similaire à celui de la psychologie. La conscience serait plutôt une condition de l'existence dans certains états, mais non pas strictement dans le sens où nous parlons, par exemple des conditions de l'existence corporelle. On pourrait dire d'une façon plus exacte, quoique pouvant paraître quelque peu étrange à première vue, qu'elle est une raison d'être pour les états dont il s'agit, car elle est manifestement ce par quoi l'être individuel participe de l'intelligence universelle. Bouddhi de la doctrine hindoue. Mais naturellement, c'est à la faculté mentale individuelle, manas, qu'elle est inhérente sous sa forme déterminée. Et par suite, dans d'autres états, la même participation de l'être à l'intelligence universelle peut se traduire en un tout autre mode. La conscience, dont nous ne prétendons d'ailleurs pas donner ici une définition complète, ce qui serait sans doute assez peu utile, est donc quelque chose de spécial, soit à l'état humain, soit à d'autres états individuels plus ou moins analogues à celui-là. Par suite, elle n'est aucunement un principe universel, et si elle constitue cependant une partie intégrante et un élément nécessaire de l'existence universelle, ce n'est qu'exactement au même titre que toutes les conditions propres à n'importe quel état d'être, sans qu'elle possède à cet égard le moindre privilège, non plus que les états auxquels elle se réfère n'en possèdent eux-mêmes par rapport aux autres états. Malgré ces restrictions essentielles, la conscience dans l'état individuel humain n'en est pas moins, comme cet état lui-même, susceptible d'une extension indéfinie. Et même chez l'homme ordinaire, c'est-à-dire chez celui qui n'a pas développé spécialement ses modalités extracorporelles, elle s'étend effectivement beaucoup plus loin qu'on ne le suppose communément. On admet assez généralement, il est vrai, que la conscience actuellement claire et distincte n'est pas toute la conscience, qu'elle n'en est qu'une portion plus ou moins considérable, et que ce qu'elle laisse en dehors d'elle peut la dépasser de beaucoup en étendue et en complexité. Mais si les psychologues reconnaissent volontiers l'existence d'une subconscience, si même ils en abusent parfois comme d'un moyen d'explication trop commode, en y faisant rentrer indistinctement tout ce qu'ils ne savent ou classer parmi les phénomènes qu'ils étudient, ils ont toujours oublié d'envisager corrélativement une superconscience. Comme si la conscience ne pouvait pas se prolonger aussi bien par en haut que par en bas, si tant est que ces notions relatives de haut et de bas aient ici un sens quelconque. Et il est vraisemblable qu'elles doivent en avoir un, du moins pour le point de vue spécial des psychologues. Notons d'ailleurs que subconscience et superconscience ne sont en réalité, l'une et l'autre, que de simples prolongements de la conscience,
qui ne nous font nullement sortir de son domaine intégral et qui, par conséquent, ne peuvent en aucune façon être assimilés à l'inconscient, c'est-à-dire à ce qui est en dehors de la conscience, mais doivent au contraire être compris dans la notion complète de la conscience individuelle. Dans ces conditions, la conscience individuelle peut suffire à rendre compte de tout ce qui, au point de vue mental, se passe dans le domaine de l'individualité, sans qu'il y ait lieu de faire appel à l'hypothèse bizarre d'une pluralité de conscience, que certains ont été jusqu'à entendre dans le sens d'un polypsychisme littéral. Il est vrai que l'unité du moi, telle qu'on l'envisage d'ordinaire, est également illusoire. Mais s'il en est ainsi, c'est justement que la pluralité et la complexité existent au sein même de la conscience, qui se prolongent en des modalités dont certaines peuvent être fort lointaines et fort obscures, comme celle qui constitue ce qu'on peut appeler la conscience organique, et comme aussi la plupart de celles qui se manifestent dans l'état de rêve. D'un autre côté, l'extension indéfinie de la conscience rend complètement inutiles certaines théories étranges qui ont vu le jour à notre époque, et que leur impossibilité métaphysique suffit d'ailleurs à réfuter pleinement. Nous n'entendons pas parler seulement ici des hypothèses plus ou moins réincarnationnistes et de toutes celles qui leur sont comparables, comme impliquant une semblable limitation de la possibilité universelle, et sur lesquelles nous avons eu déjà l'occasion de nous expliquer avec tous les développements nécessaires. Nous avons plus particulièrement en vue l'hypothèse transformiste, qui du reste a maintenant perdu beaucoup de la considération imméritée dont elle a joui pendant un certain temps. Pour préciser ce point, sans nous y étendre outre mesure, nous ferons remarquer que la prétendue loi du parallélisme de l'ontogénie et de la phylogénie, qui est un des principaux postulats du transformisme, suppose avant tout qu'il y a réellement une phylogénie ou filiation de l'espèce, ce qui n'est pas un fait, mais une hypothèse toute gratuite. Le seul fait qui puisse être constaté, c'est la réalisation de certaines formes organiques par l'individu au cours de son développement embryonnaire. Et dès lors qu'il réalise ces formes de cette façon, il n'a pas besoin de les avoir réalisées déjà dans de soi-disant existences successives. Et il n'est pas davantage nécessaire que l'espèce à laquelle il appartient les ait réalisées pour lui dans un développement auquel, en tant qu'individu, il n'aurait pu prendre aucune part. D'ailleurs, les considérations embryologiques étant mises à part, la conception des états multiples nous permet d'envisager tous ces états comme existant simultanément dans un même être, et non pas comme ne pouvant être parcourus que successivement au cours d'une descendance, qui passerait non seulement d'un être à un autre, mais même d'une espèce à une autre. L'unité de l'espèce est en un sens plus véritable et plus essentielle que celle de l'individu, ce qui suppose à la réalité d'une telle descendance. Au contraire, l'être qui, comme individu, appartient à une espèce déterminée, n'en est pas moins en même temps indépendant de cette espèce dans ses états extra-individuels, et peut même, sans aller aussi loin, avoir des liens établis avec d'autres espèces par de simples prolongements de l'individualité. Par exemple, comme nous l'avons dit plus haut, l'homme qui revêt une certaine forme en rêve fait par là même de cette forme une modalité secondaire de sa propre individualité. Et par suite, il la réalise effectivement suivant le seul mode où cette réalisation lui soit possible. Il y a aussi, à ce même point de vue, d'autres prolongements individuels qui sont d'un ordre assez différent et qui présentent un caractère plutôt organique. Mais ceci nous entraînerait trop loin et nous nous bornerons à l'indiquer en passant. D'ailleurs, pour ce qui est d'une réfutation plus complète et plus détaillée des théories transformistes, elle doit être rapportée surtout à l'étude de la nature de l'espèce et de ses conditions d'existence, étude que nous ne saurions avoir l'intention d'aborder présentement. Mais ce qui est essentiel de remarquer, c'est que la simultanéité des états multiples suffit à prouver l'inutilité de telles hypothèses, qui sont parfaitement insoutenables dès qu'on les envisage du point de vue métaphysique, et dont le défaut de principe entraîne nécessairement la fausseté de fait. Nous insistons plus particulièrement sur la simultanéité des états d'être, car même pour les modifications individuelles qui se réalisent en mode successif dans l'ordre de la manifestation, si elles n'étaient pas conçues comme simultanées en principe, leur existence ne pourrait être que purement illusoire.
Nous avons eu déjà l'occasion d'insister suffisamment là-dessus. Et nous avons alors montré que l'écoulement des formes dans le manifesté, à la condition de lui conserver son caractère tout relatif et contingent, est pleinement compatible avec la permanente actualité de toute chose dans le non manifesté.